Bonsoir à tous. L'émission à bâton rompu lève l'ancre ce soir avec pour destination le ministère de l'Agriculture. Vous le savez, la Guinée a l'ambition d'être le grenier de l'Afrique occidentale. Une ambition qui est nourrie depuis la période coloniale jusqu'aux 3 derniers grands régimes politiques du pays. Pour atteindre cet objectif, nourrir la Guinée et nourrir les autres, le ministère de l'Agriculture, à travers les différents régimes, a élaboré un certain nombre de mécanismes permettant au pays d'atteindre cet objectif. Ce soir, nous jetons un regard critique sur la politique agricole en République de Guinée, une politique qui forcément doit aller vers la mécanisation. La mécanisation qui passe par une agriculture durable, compétitive, mais surtout moderne. Et pour en parler, nous avons fait appel à M. Mohamed Lamine Touré. Il est le directeur national de l'agriculture. M. Touré, bonsoir. Bonsoir. À côté de lui, M. Saliou Chérif Diallo, il est le directeur général du bureau de stratégie et de développement. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Et pour parler au nom des paysans, nous avons fait appel au président de la coopérative sémencière de Koba, El Hadj Alseni Cissé, est avec nous. Nous lui disons bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Oui. Bien. Et selon les statistiques que nous avons devant nous, le ministère de l'Agriculture a élaboré un certain nombre de politiques, mais aussi la volonté politique du président de la République, professeur Alpha Condé. Ces 8 dernières années ont permis à l'agriculture de faire des pas de géant dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Mais la question qui brûle les lèvres aujourd'hui, 8 ans d'investissements colossaux, 8 ans de politique d'amélioration, de mutation, on se pose la question, pourquoi jusqu'à aujourd'hui on ne voit pas un sac de riz sur le marché Made in Guinée? Monsieur Touré. Merci beaucoup, Monsieur Toumani. Moi, je crois qu'il y a le riz local guinéen sur tout le territoire. Partout où vous allez, vous trouverez le riz local guinéen. Parce que le riz local guinéen est consommé sous la forme étuvée. Et le riz étuvé est partout, sur tous les marchés, de collecte, de regroupement, de détail. Oui, c'est vrai, ça c'est une réalité, mais c'était bien de voir du riz étiqueté avec vraiment des marques qui disent réellement que ce riz est en provenance de la Guinée, puisque on peut prendre ce riz étuvé dans des sacs non identifiés, on envoie à l'extérieur, et vraiment c'est un problème. Vous avez parfaitement raison, à grande échelle, il fallait trouver quand même des sacs de riz avec des marques, si vous voulez, spécialisées de la Guinée. Mais à date, vous avez le riz Bouramale, qui est retrouvé souvent dans les supermarchés, avec des petits sachets d'1 kilo jusqu'à 5 kilos, et c'est marqué Bouramale de Guinée. Ça, vous trouvez, ça c'est le riz guinéen. Vous trouvez dans certains marchés, et même à l'extérieur, avec la sous-région et aussi dans la capitale. Et, Monsieur Diallo, est-ce qu'à ce niveau, puisqu'il y a une certaine lenteur de la production à la transformation, est-ce qu'on ne peut pas dire que le président de la République, lui, à travers ces belles initiatives, il est en avance sur vous, les techniciens du ministère de l'Agriculture? Bien, on peut dire qu'il est vraiment en avance, hein, mais sur la base de la vision et des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons élaboré une politique de développement agricole avec comme axe principaux, d'abord l'amélioration de la productivité et de la production agricole, l'amélioration de l'accès au marché et la structuration des chaînes de valeur, ensuite l'amélioration de la gouvernance pour améliorer le cadre institutionnel, l'environnement dans lequel le secteur privé aussi peut s'exprimer parce que c'est un acteur majeur dans la transformation économique de notre pays. Alors si vous regardez ces différents axes, quand vous prenez par exemple l'axe de l'amélioration de l'accès au marché et la structuration des chaînes de valeur, je pense que nous nous inscrivons dans cette dynamique, dans les orientations que le président de la République a données. Parce que partout, son message et sa préoccupation, c'est de faire en sorte qu'on produise ici, mais qu'on puisse aussi transformer, qu'on puisse bénéficier de la valeur ajoutée. Oui. Donc nous sommes dans cette dynamique. Vous savez que le processus de développement agricole, il est lent, les impacts sont lents à venir. Donc, mais on note bien que les investissements qui sont faits aujourd'hui
sont extrêmement importants. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir en détail là-dessus. Mais en 8 ans de parcours, déjà, on peut voir certains impacts sur le terrain. Oui, en 8 ans de parcours, on peut vous citer quelques exemples. Si Madame, dans sa communication, elle a parlé de l'augmentation, par exemple, de toutes les productions vivrières. Ça, c'est très important. La production de riz est passée de 1 100 000 tonnes de paddy à 2 300 000. Donc ça, c'est vraiment le double. Ensuite, nous avons toute la promotion aujourd'hui des cultures de rente. Quand vous reprenez par exemple le café était complètement parti, le café est en train de revenir. Vous regardez l'anacarde, où on avait 30 000 hectares seulement d'anacarde mise en valeur. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 000 hectares mis en valeur. Donc nous avons le sésame, nous avons le fonio. On est en train de relancer la transformation du fonio parce que vous aurez constaté que la Guinée, qui produit plus de 65% du fonio en Afrique de l'Ouest, vous retrouvez le label, le fonio guinéen, qui est vendu sous le label sénégalais, qui est vendu sous le label malien ailleurs. C'est pour ça que le président de la République nous a instruit de travailler sur la qualité des produits agricoles, notamment du fonio, parce que la qualité du produit mis sur le marché est un facteur important de compétitivité. Donc nous travaillons sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'autres statistiques que nous pouvons vous donner sur le sésame, également sur l'ananas. Nous avons aussi le café arabica qui est en train de se relancer à Moyenne-Guinée. Et nous avons aussi le cacao Mercedes qui a été introduit en Guinée forestière, qui peut produire à l'espace de 3 ans. Oui, voilà des progrès. À ce niveau, c'est des progrès notables, oui. Mais la question fondamentale, le riz est vraiment l'aliment de base des Guinéens. Oui. Mais pourquoi, avec toutes ces productions, on continue à importer du riz? Bon, c'est une question récurrente. Elle revient souvent. Mais le grand dilemme du riz, c'est que les statistiques montrent que la production augmente, elles montrent que la consommation de riz augmente, que les importations augmentent. Mais vous savez, le ministère de l'Agriculture n'est pas le seul acteur de la production de riz. Vous aurez constaté que ces dernières années, depuis 2011 d'ailleurs, on connaît de moins en moins de périodes de soudure. Ça, c'est exact. Vous avez vu, malgré la crise sanitaire à virus Ebola que nous avons vécue, on n'a pas connu de crise alimentaire. Le secteur agricole, dans ce contexte, a été le plus résilient, parce que la croissance économique du pays était nulle. Mais la croissance du secteur agricole était de 2,2%, ce qui a permis de tirer tous les secteurs économiques. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour ce qui concerne les importations de riz, il faut qu'on agisse de concert avec le ministère du Commerce. Il faut qu'on agisse de concert avec le ministère du Budget, parce que le niveau de taxation aussi est très important. Plus la taxe à l'importation est faible, plus les gens importent de riz. Et si on fait une comparaison, en 2010, vous êtes producteur, vous êtes au niveau des semences. En 2010, combien d'hectares vous cultivez, et cette année, vous avez cultivé combien d'hectares? L'an 2014, oui. 7 hectares, on commence 7 hectares. Vous avez commencé avec 7 hectares en 2014? Oui. Oui. Cette année? Cette année, 13 hectares. 13 hectares. Donc il y a augmentation. Qu'est-ce qui vous a permis d'augmenter? L'augmentation là, aider au gouvernement, aider aux producteurs. Ok. Donc l'appui du gouvernement aux producteurs. C'est pourquoi vous avez augmenté. Monté, voilà. Donc de 7, vous êtes à 13 hectares. Oui. Bien. Vous parlez de l'aide du gouvernement, l'appui du gouvernement. C'est sur quoi? Qu'est-ce qu'on vous a donné? Est-ce qu'on parle des intrants, on parle d'argent, on parle aussi de l'aménagement, ainsi de suite? C'est quoi réellement? Qu'est-ce qui vous a permis d'augmenter la production? L'avant, on va couper de sauce en coupe-coupe. Mais le produit sauce phytosanitaire, voilà. Oui. Ce qui est venu ici, oui. On ne coupe pas maintenant. Ok. Maintenant, donc ça vous permet vraiment de mettre les produits phytosanitaires pour désherber. Après, machine à recacher. Ok. Maintenant, après ça, engrais, on a acheté 300 000 à 400 000. Mais ce que le gouvernement a accompagné des producteurs, à l'heure là, 135 000 francs par 50 kilos.
Donc, et je rappelle qu'avant, c'était, selon les chiffres qu'on nous a donnés, c'était 230 000 francs. Soit une subvention 350, voilà. Plus de 53%. Voilà. Oui. Maintenant, c'est pourquoi aux producteurs, on connaît le gouvernement et accompagné le producteur, c'est pourquoi le produit a augmenté. Yeah. Maintenant, après ça, le machine à l'air là, coupé de riz, c'est pas en vain. Machine est coupée. Le machine là, ils ont aidé aux producteurs à l'air là, encourager, s'ils travaillent 3 hectares, ils travaillent 5 hectares parce que il n'y a pas de difficulté à reporter. Le travail n'est plus manuel, voilà. Vous êtes aidé par la mécanisation, les instruments et puis tout ce qu'on vous donne comme intrant. Donc voilà un peu quelques avantages qu'il évoque, c'est le monde paysan qui évoque ici l'appui du gouvernement en matière de développement de ce secteur qui emploie les 3/4 de la population guinéenne. Est-ce qu'on peut connaître, pas de course, quelques grandes mutations opérées au sein de ce secteur capital? Merci beaucoup. Vous savez, l'agriculture a toujours été une priorité pour les différents gouvernements, depuis la Première République. Mais la différence, c'est que la Première République a opté pour une gestion collective. Mais c'était toujours la priorité. La Deuxième République, c'était une privatisation, mais l'agriculture est toujours restée une priorité. Donc cela veut dire que les 3 grands régimes politiques en Guinée ont considéré l'agriculture comme une priorité parce que la Guinée est un pays à vocation agricole. C'est la base de notre développement. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que personnellement, moi j'ai commencé à travailler depuis la Première République, donc je peux mieux expliquer les changements intervenus. Si vous prenez l'engrais, avant 2010, on n'avait que 2000 tonnes d'engrais qui rentraient, commandés par le gouvernement, à travers le KRL japonais. La première saison ou la première campagne agricole gérée par la Troisième République, c'est la campagne 2011. En 2011, on a fait, le gouvernement de la Troisième République, le professeur Alpha Condé, a fait venir 20 000 tonnes. De 2000 tonnes à 20 000 tonnes. En 2012, 20 000 tonnes. En 2013, 20 000 tonnes. Ce n'est jamais descendu au-dessous de 10 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 100 000 tonnes qu'on est en train de distribuer. Donc voilà le premier changement intervenu. Ça, c'est au niveau des engrais. Au niveau des semences, il y a la structure semencière qui est mieux organisée. Aujourd'hui, nous participons à toutes les réunions, puisque nous sommes dans une communauté, la CEDEAO, à toutes les réunions concernant la gestion des semences. Nous avons les textes réglementaires, nous avons une politique nationale semencière. Avant 2010, nos centres semenciers étaient presque vétustes. Rien ne fonctionnait. Qu'est-ce que c'est que le centre semencier? C'est le centre de traitement, parce que la semence, c'est le premier intrant. Quand la semence n'est pas pure, quel que soit l'engrais, quelle que soit la mécanisation, je crois que c'est un échec qui est au bout. C'est pourquoi nous tenons beaucoup d'importance, nous accordons beaucoup d'importance à la semence. Aujourd'hui, tous nos centres semenciers sont rénovés. Il y a des moteurs, c'est des usines. Mais juste à ce niveau, par exemple, oui. On importe des semences aussi de l'extérieur, si nous prenons le cas du Rwanda. On se pose la question, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'expertise pour faire des semences de qualité? Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette importation? Ces centres semenciers traitent le riz. Traitent le riz. Donc je parle du riz. Donc au niveau du riz, ces centres semenciers aujourd'hui sont complètement rénovés. Ça c'est depuis 2011. Et si vous allez aujourd'hui, nous répartissons ou nous distribuons des semences à nos producteurs, des semences pures. Donc nous n'avons plus de problème à ce niveau. Et l'importation, il y a des échanges entre les différents pays, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine et au niveau de la CEDEAO. Ça, c'est la réglementation, ou si vous voulez, qui nous permet de le faire. Nous, on reçoit. Qu'est-ce que nous envoyons aux autres? Nous avons envoyé, il y a en 2012-2013, des semences en Sierra Leone. Nous avons appuyé la Sierra Leone
Nous avons appuyé le Libéria. Oui, puisque c'était la période d'Ebola. Oui, mais en temps de situation normale, qu'est-ce que la Guinée peut apporter aux autres en matière de semences? En matière de semences, nous pouvons, parce que vous savez, nous avons beaucoup plus de potentialité, si vous voulez, en matière de superficie. Nous avons 6,2 millions d'hectares cultivables. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de besoins que les autres pays d'à côté, les deux pays, surtout le Libéria, la Sierra Leone. Donc on n'exporte pas parce que nos besoins ne sont pas satisfaits à l'intérieur. Il faut d'abord satisfaire nos besoins. Quand il y a eu nécessité durant l'Ebola, nous avons appuyé nos frères de la Sierra Leone. Cela veut dire qu'il y a eu des réformes. Cela veut dire que notre système semencier se porte très bien. Il y a eu vraiment des rénovations. Parce que quand les centres semenciers travaillent, cela veut dire que les semences produites sont des semences vraiment pures. Et des semences, aujourd'hui, nous avons au niveau de chaque préfecture des chargés de semences qui sont formés, qui sont spécialisés. Nous avons au niveau des régions des spécialistes aussi en semences qui encadrent, appuyés par Amproca, au niveau de toutes les préfectures, de toutes les sous-préfectures. Donc réellement à ce niveau, il y a un grand changement. Et au niveau de la mécanisation, si vous me permettez. Allez-y. Et avant 2010, il y avait la mécanisation. Il y avait un programme de mécanisation. Mais ce programme de mécanisation était loin, je ne fais pas de critique, d'atteindre les objectifs fixés en fonction de nos potentialités. Je l'ai dit tantôt que la première campagne que nous avons gérée, si je dis nous, la Troisième République a géré, c'est la campagne 2011. Le président de la République a mis en place un dispositif de mécanisation, a renforcé la mécanisation. Et en mettant des structures au niveau de chaque préfecture, pour des raisons ou pour des objectifs bien fixés. D'abord, approcher les équipements aux producteurs, faciliter l'accès des équipements aux producteurs en minimisant le coût de prestation. Si vous voulez, avant 2010, un hectare était labouré par les privés à 800 000, 1 million. Le président de la République a demandé à ce qu'on laboure un hectare à 300 000 francs. Dans les 300 000, vous avez le gasoil. Dans les 300 000, vous avez le prix du conducteur. Dans les 300 000, vous avez les pièces détachées. Cela veut dire que ce n'était pas pour gagner de l'argent, mais c'était toujours pour mettre les producteurs dans les conditions requises pour que l'agriculture guinéenne s'améliore. Bien, à ce niveau, M. Diallo, vous qui êtes au niveau de la programmation de la stratégie, vous avez écouté les toutes premières campagnes depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui ont connu vraiment l'apport de ces équipements motorisés. Mais la remarque fondamentale ou le constat sur le terrain, c'est que il n'y a pas eu de pièces de rechange pour certains. Les centres qui géraient ces appareils, ces équipements n'ont pas fonctionné comme on l'a pensé. C'est pourquoi je dis que le président, à mon avis, est en avance. Est-ce qu'il y a une programmation réelle pour permettre de mieux utiliser ces équipements? Comme l'a dit le directeur national de l'agriculture, nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie en matière de mécanisation. Et la stratégie en matière de mécanisation comprend tous les aspects que vous avez évoqués. Vous mettez en place pendant ce temps, oui, chaque année on envoie chaque année on envoie, mais vous savez, on était d'abord dans une période expérimentale parce qu'on voulait répondre à un besoin immédiat des producteurs. Maintenant, on est en train de se recentrer parce que vous savez, tous les ans, on fait une évaluation. Nous corrigeons les erreurs que nous constatons sur le terrain. Si nous voyons par exemple qu'il y a un déficit en matière de formation, on essaie de résoudre le problème. Si on trouve qu'il y a un déficit en matière de... selon la demande des producteurs, parce que les problèmes sont remontés. Si on a un problème par exemple de pièces de rechange, les informations sont remontées au niveau de la direction nationale de l'agriculture et on essaie de résoudre ce problème. Donc c'est comme ça que nous procédons. Et quelle est la leçon que vous avez pu tirer avec les 8 ans de gestion avec ces différents équipements agricoles? Qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui comme manquement, comme atout? Bon, le premier aspect qu'on peut, c'est d'abord la gestion. Parce qu'il faut améliorer, parce que vous savez, quand vous amenez du matériel agricole, pour des gens qui n'étaient pas préparés tellement à le gérer, ça peut poser des problèmes. Mais au fur et à mesure de la pratique,
on a pu améliorer les choses. On a mis en place des centres de perfectionnement agricole dans toutes les préfectures et qui ont fait des prestations de services qui ont montré que les résultats étaient satisfaisants. Maintenant, il a fallu corriger ça. Satisfaisant, mais pendant ce temps, c'était insuffisant. C'était insuffisant. La demande est toujours insuffisante. Si nous partons vous savez, les demandes en ce qui concerne la mécanisation sont très élevées. Sont très élevées pour la bonne et simple raison que jusqu'ici, vous avez vu, le caractère de notre agriculture est traditionnel. Maintenant, nous avons compris, comme nous sommes dans une vision vraiment d'une agriculture compétitive, il faut aller dans le domaine de la mécanisation. Et tous ces investissements importants auxquels le directeur national de l'agriculture a fait mention ont été appuyés par l'initiative présidentielle. Pas seulement dans le domaine de la mécanisation d'ailleurs. Vous avez le domaine des semences, vous avez dans le domaine des infrastructures, c'est-à-dire en plus des ressources qui sont dédiées par le budget national et par les projets et programmes de développement, vous avez suivi qu'il y a le fonds de souveraineté du président de la République qui nous a accompagnés. Donc les investissements sont très importants. Si vous jetez un regard sur ce qui a été fait avant 2010, avant 2010, le ministère de l'Agriculture n'avait même pas 30 milliards d'affectations dans son budget. Aujourd'hui, on est à plus de 450 milliards. Donc ça montre les investissements que nous avons réalisés, que nous avons mis dans ce domaine. Maintenant, pour ce qui concerne les impacts, ils sont lents à venir dans certains aspects. On voit aujourd'hui qu'il y a une relance de toutes les filières. On voit que la production vivrière se porte mieux. On voit que les paysans ont un engouement pour tout ce qui concerne matériel agricole intrant. Surtout, monsieur le directeur a rappelé pour les intrants, on est passé de 2000 tonnes, c'était simplement par le nom KR2. On est aujourd'hui au total depuis 2011 à 235 000 tonnes d'engrais. Donc figurez-vous les progrès qu'on a réalisés dans ce domaine. Donc nous avons une masse d'informations dans le secteur. Si je parle par exemple des pistes rurales, des zones de désenclavement, des zones de production, pour relier les zones de production au marché, si je parle des aménagements hydro-agricoles, là aussi on a des résultats. Oui, nous en parlerons tout à l'heure puisque ce sont des aspects importants. Voilà. On parle de mécanisation, la modernisation de l'agriculture guinéenne. Voilà. Il faut forcément de l'aménagement. Monsieur Elal Sissi, oui. Vous les avez écoutés. Il y a eu beaucoup de tracteurs, oui. Beaucoup de moissonneuses, batteuses, oui. Qui ont été mises à votre disposition. Oui. Est-ce que c'est suffisant? Normalement, à l'heure là, c'est suffisant. Mais c'est quelques difficultés là. Oui, comme quoi par exemple? Voilà, comme aménagement. Bien. Vous ne maîtrisez pas l'eau? Je ne maîtrise pas à l'eau. Parce que le sang de Koba, si le temps de sectouré à canne à sucre, oui. Il y a aménagement qui est fait là-bas. Si c'est fini, jusqu'à présent, pas d'aménagement là-bas. Si le centre de Koba a aménagé, toute la Guinée doit servir oui. Le délit. Et puisqu'il faut se dire la vérité, voilà. À ce niveau, les digues ont commencé à céder, les digues aménagées au niveau de la plaine. Même le WAN, oui. L'eau doit sortir là-bas, oui. Tout est gardé. Oui. Les vannes d'évacuation. Normalement. Oui. Maintenant, la Guinée, si la Guinée terre est due, je le paysan, je le connais. Mais si Jean de Koba aménagé, Monchon aménagé, si il travaille là-bas, toute la Guinée va trop. À ce niveau, le gros problème aujourd'hui, c'est ce problème d'aménagement des terres cultivables en République de Guinée. Mais la question qu'on se pose souvent, le génie rural est plus, selon un constat, est plus tenté par l'aménagement des pistes rurales que de l'aménagement des terres cultivables. Non, il y a une très bonne articulation entre les aménagements hydro-agricoles et les pistes. Parce que logiquement, les pistes rurales ont vocation à désenclaver les zones de production. Donc à désenclaver les zones aménageables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un programme en matière d'aménagement hydro-agricole. On a aussi un programme en matière de pistes rurales. C'est les deux domaines d'intervention de la Direction nationale du génie rural. Je rappelle que si vous regardez les statistiques que nous avions, on avait répertorié 364 000 hectares en terres aménageables.
Mais aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement, nous avons réalisé un schéma directeur de l'agriculture irriguée qui a permis d'inventorier aujourd'hui 925 000 hectares de terres aménageables. Nous avons pour les pistes rurales aussi réalisé un schéma d'aménagement, l'actualisation du schéma d'aménagement des pistes rurales. Nous avons répertorié 30 000 km de pistes. Donc nous sommes sur la mise en œuvre. Chaque fois que nous avons un partenaire au développement qui est intéressé par le développement des infrastructures, selon les cas, nous les orientons vers la mise en œuvre de ces activités-là. Et on a pu réaliser, depuis 2011, on avait des aménagements hydro-agricoles qui étaient réalisés, mais Madame le ministre de l'Agriculture l'a rappelé dans sa communication, c'est des aménagements qui se sont complètement détériorés. Les pistes rurales également sont complètement détériorées. Mais on a pu aménager de nouveau plus de 8000 hectares. Donc 1000 hectares, oui, depuis 2011. Donc 1000 hectares à Koundian avec une maîtrise totale de l'eau et sur financement du budget national de développement. Est-ce que vous pensez que Koundian est une réussite ou un échec? Koundian, c'est une source d'inspiration. Une source d'inspiration, mais ce n'est pas une réussite. C'est une réussite. Comment? C'est une réussite parce que c'est la première fois qu'on fait un aménagement avec une maîtrise totale de l'eau. Est-ce que vous avez vu Koundian? Vous avez vu les ouvrages de Koundian? J'ai bien vu. D'accord. Donc c'est un modèle, ça peut tout... On peut essayer de tirer les leçons de ce qui a réussi. On s'enrichit toujours de nos leçons. Et dans le développement, vous ne pouvez pas d'avance dire que vous pouvez faire des choses parfaites, mais je pense que c'est une très bonne source d'inspiration pour nous. Et M. Touré, en aménageant Koundian, on s'est fixé un objectif. Est-ce qu'aujourd'hui cet objectif est atteint? Vous savez, ce que dit mon ami, c'est un modèle, c'est un début. C'est la première fois qu'on aménage 1000 hectares en un seul tenaille par le budget national. Ça, c'est la Troisième République qui a initié ça. C'est vrai qu'il y a... Vous avez vu le barrage qui est bien fait. On n'a pas de reproche, le barrage. Mais il y a des retouches à faire, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que les 1000 hectares sont aménagés. Ce qui reste, c'est de finaliser la maîtrise d'eau. Ça, c'est à travers, comment on dit, la digue de protection tout le long du fleuve. Mais l'aménagement est réellement fait, le barrage est constant, le barrage est de qualité vraiment appréciable. Donc je peux dire que les 1000 hectares de Koundian sont aménagés. Maintenant, nous avons essayé la mise en œuvre. Parce que vous savez, il y a les militaires qui travaillent sur 600 hectares et les paysans à peu près 400 hectares. Nous avons essayé. Il y a 2 ans, nous avons fait 150 hectares de riz. Nous avons vu une amélioration, une augmentation du rendement. Parce que nous avons pu, pas totalement, maîtriser au moins l'eau durant la période de végétation. Donc cela veut dire que si nous corrigeons certaines observations techniques, nous pouvons dire que nous avons réussi totalement. Le thème central de cette émission, c'est la mécanisation de l'agriculture guinéenne. C'est un processus qui a commencé il y a longtemps. Est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui l'appui du gouvernement dans la matérialisation de cette ambition qui consiste à rendre l'agriculture guinéenne moderne, c'est-à-dire mécanisée? Et vous savez, je l'ai dit tantôt, nous avons 6,2 millions d'hectares cultivables. La mise en valeur de ces 6,2 millions nécessite un renforcement de la mécanisation. C'est pourquoi, depuis 2011, le président de la République, je vous ai parlé, mon ami a parlé des centres de prestations agricoles que le président de la République a initiés au niveau de toutes les préfectures pour que les équipements soient tout près des producteurs, pour que l'accès soit beaucoup plus facile. Je le dis tantôt, en minimisant les coûts de prestation. Et le président de la République a fait venir, dans le cadre de la commande générale du gouvernement, 274 tracteurs de 2011 à 2018, 240 moissonneuses batteuses, 235 motopompes, 220 motoculteurs, 300 motopocheuses, 690 batteuses motorisées, 1015 décortiqueuses, 30 trieuses, 90 égreneuses de maïs et 715 étubeuses qu'on a envoyées au niveau de ces centres. Et ça, c'était depuis 2011. Nous avons toujours essayé de suivre ce dispositif
Et aujourd'hui, à date, les leçons ont été tirées. On a essayé de revoir un peu, de rénover un peu. C'est pourquoi on vous parle souvent de la mise en place des 7 centres de développement rural, ou les centres de mécanisation. Il y a un centre à Kankan, un centre à Famouila, un centre à Forikaria, un centre à Mamou, un centre à Kundara, un centre à Koba. Et il y a le 7e centre. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Et quels ont été les critères de choix de ces centres-là? C'est en fonction des bassins. Des bassins de production. Si vous prenez Famouila, la partie Béla, dans Béla, c'est là-bas où la mécanisation est beaucoup plus accentuée au niveau de la forêt. Vous avez vu les grandes plaines de Famouila, de Béla, pas Famouila seulement, de la région de Béla. Si vous prenez Kankan, vous connaissez, il y a des grandes plaines là-bas. Et si vous prenez Farana, vous connaissez un peu les potentiels, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, Koba, Forikaria et Kundara. Donc nous avons tenu compte de ces potentialités, de ces grands bassins pour installer. Et aujourd'hui, dans chaque centre, le président de la République a mis à la disposition de ces centres, ça c'est l'initiative présidentielle, 83 tracteurs, 120 moissonneuses-batteuses qui sont aujourd'hui et 300 décortiqueuses qu'on est en train de distribuer au niveau de ces centres. Bien, au niveau de ces 7 centres qui couvrent l'ensemble du territoire national, comment la programmation est faite? Puisque vous prenez Famouila, Famouila par exemple c'est une localité. Est-ce que c'est là où on va stocker tous les équipements ou comment ça se fait? Non. Si par exemple Beila a besoin ou bien Nyonsomodu a besoin de tracteurs ainsi de suite au niveau de Beila. Vous savez, au niveau de chaque centre, il y a un chef de centre, il y a les techniciens, le comité de gestion. Il y a un superviseur. Vous savez, c'est dans le cadre du partenariat public-privé. Il y a Westwind qui est chargé de la gestion des machines. Le ministère de l'Agriculture a travaillé sur les centres. Le ministère de l'Agriculture a mis un chef de centre. Pourquoi un chef de centre? C'est pour le suivi technique. Et on veut même aller loin pour savoir combien d'hectares un tracteur a labouré durant cette saison. À la fin, on a un rapport pour savoir le nombre d'hectares labourés par les tracteurs, le nombre d'hectares récoltés par les moissonneuses-batteuses. Ça, c'est des exemples. Maintenant, le représentant de Westwind se charge de la mise en œuvre de cette stratégie de Kobri que vous avez parlé. Donc, quelqu'un qui a Zérekori, qui a besoin d'un tracteur, ils sont tous sensibilisés, ils sont informés. Il appelle, il y a l'Orange Money, il y a un code qui est reparti partout. Dès qu'il utilise ce code, le représentant de Westwind le sent directement. Si c'est 10 hectares, il envoie le tracteur pour 10 hectares dans la zone indiquée. Ça ne retarde pas. Si c'est à Lola, quelqu'un qui est là-bas qui veut 20 hectares, il utilise ce code et directement il fait le versement à partir de Orange Money et directement le tracteur est là ou la moissonneuse batteuse est là pour faire le travail. À créer, quelle est la programmation qui est mise en place pour permettre d'éviter l'absence ou même le manque par endroit de ces équipements en termes d'équipements post-récolte, puisque le problème fondamental c'est à ce niveau. Les paysans ont du mal souvent à avoir des équipements pour la récolte, mais aussi l'irrigation des plaines rizicultivables. Au terme de chaque campagne, nous faisons une évaluation. Nous essayons de remonter tous les problèmes, que ce soit d'ailleurs les problèmes de mécanisation, que ce soit les problèmes de semences, que ce soit les problèmes d'encadrement. Et on essaie de rechercher ensemble les solutions au niveau du ministère. On essaie de répondre à ça. C'est-à-dire s'il y a un besoin, par exemple, d'augmentation du matériel de récolte, bon, on essaie de répondre à ce besoin. S'il y a un besoin en matière de labour, on essaie de répondre à ces besoins. Donc c'est comme ça qu'on fait, on remonte la demande. Mais comme monsieur le directeur national l'a dit, c'est beaucoup plus le secteur privé qu'on essaie de mettre à contribution. Est-ce qu'il y a une programmation quantifiée qui est élaborée pour dire que cette année nous sommes à 2, l'année prochaine nous serons à 10, voire au niveau de non, chaque centre? Pour l'instant, on n'a pas cette programmation, parce qu'on essaie de répondre à une demande spécifique, au cas par cas. Donc pour l'instant, on n'en est pas arrivé là. Mais il est possible
que dans le futur, si vraiment les conditions requièrent qu'on mette en place ce genre de programmation, bien entendu, on va le faire. Donc nous sommes très ouverts à ça et c'est pour ça que nous sommes en rapport avec les producteurs et leurs organisations. Monsieur Cissé, la question, elle est là. Oui. Vous les avez écoutés. Oui. C'est pas quelle est de votre côté la réponse que vous pouvez apporter. Oui, c'est écouter M. Touré. Oui. Le problème de machine, moi-même, exemple, si je vais le machine travailler chez moi, je vais un domaine, je vais partir là-bas, chef de centre là-bas, et je vais parler 1 hectare, ou bien 3 hectares, ou bien 4 hectares, on verse l'argent. Mais si il verse l'argent, ce n'était pas le quelqu'un là, tu verses Orange Money. Si tu verses, s'il dit demain, le travail doit faire, il fait demain. Même Monson, Oui. il y a machine qui est la Koba. Oui. Il doit partir là-bas. Si il téléphoner, il parlait le chef de centre, le montant qu'il doit payer, il a parlé ça. Le montant là, il donne le code, verser l'argent Orange Money, le montant là. Demain, machine doit partir là-bas. Donc même le respect de la programmation est net. Net, parce qu'il y a un chef de travail là-bas. Ok. Il est tous les problèmes arrangés, pas de retard. Donc on peut dire qu'à ce niveau, Oui. le mécanisme qui est mis en place répond à vos besoins. Vraiment. Et ça facilite la tâche pour vous. Oui. Bien. La Guinée, grenier de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'ambition, c'est une projection. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est vrai, il y a une augmentation de la productivité au niveau des produits de consommation, des produits vivriers. Est-ce qu'au niveau des produits d'exportation, les mêmes élans sont amorcés à ce niveau, Monsieur Touré? Oui, merci beaucoup. Vous savez, vous avez suivi un peu l'initiative présidentielle. Ça, c'est le président de la République lui-même qui allait chercher des semences améliorées de café, de cacao. On avait le café ici avant, depuis. Mais compte tenu de certaines réformes, nous étions au bas de l'échelle depuis jusqu'en 2010. Le président de la République qui est averti et qui a toujours mis l'agriculture, parce que c'est son souci, s'est levé, a pris contact avec ses amis de la sous-région, et le pays le plus indiqué, c'est la Côte d'Ivoire, pour ne pas se le cacher. Nous avons reçu des semences améliorées de café et de cacao, et même le savoir-faire, parce que certains techniciens sont venus nous accompagner. Nous avons des techniciens spécialisés en café, oui. Mais il faut toujours accepter les échanges qui sont venus. Vous avez vu, aujourd'hui, on est à combien d'hectares? À des milliers d'hectares de café que les paysans ont reçus. Le cacao, vous avez vu ici, en Moyenne-Guinée. En Moyenne-Guinée, aujourd'hui, presque dans 8 préfectures, il y a le café arabica qui est convoité partout. Parce que c'est ça, aujourd'hui, qui est considéré comme la base de la richesse. Oui. Ça va vers l'objectif principal du chef de l'État, créer la richesse dans l'agriculture. C'est ce que nous voulons. Nous voulons, il y aura d'ici 2 ans, nous ne dirons plus agriculture, nous voulons dire agro-business. Parce qu'il faut valoriser nos produits, il faut transformer nos produits, il faut créer la richesse, que nos paysans soient riches, que nos producteurs soient riches à partir de l'agriculture. C'est ça l'idée du président de la République. Nous allons consommer, c'est pourquoi il a dit dans son discours qu'il a 2 objectifs, l'autosuffisance alimentaire et l'agro-business, la transformation de nos produits. Aujourd'hui, il est sur cet élan avec ce café, ce programme café, ce programme cacao, l'anacarde, on est à plus de 300, 400 hectares aujourd'hui sur toute l'étendue, alors que l'anacarde était à 30 hectares, il l'a dit avant 2010. Il a prévenu, il a organisé la distribution des semences, il a organisé l'encadrement avec ses propres fonds, il a organisé le suivi. Aujourd'hui, on est à 400. On commence même à installer des unités de transformation de l'anacarde en Guinée. Ça n'existait pas avant. Donc aujourd'hui, on verra, on ne veut pas anticiper les choses. Ceux qui disent qu'ils ont 700 000 tonnes, premiers producteurs de l'anacarde, la moitié venait de la Guinée.
Parce que la filière n'était pas organisée. Aujourd'hui, on a un prix plafonné qui ne permet plus à un producteur d'envoyer son produit en Côte d'Ivoire ou en Guinée-Bissau, parce qu'il peut tout gagner ici. Donc, mais pour cela, il faut désenclaver ces zones. Quand vous prenez la zone de Mandiana, par exemple, derrière le fleuve, les gens ont du mal aujourd'hui à envoyer leur production dans la cadre à Mandiana Centre. Ils sont obligés de coopérer avec les Maliens et les Burkinabés qui viennent acheter, même les Ivoiriens. Tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça que dans le programme présidentiel, vous avez un programme qui est dédié essentiellement aux pistes rurales. En réalité, le développement du secteur de l'agriculture passe par là d'abord. Le programme infrastructurel, il est extrêmement important. Mais ce que le directeur national de l'agriculture a rappelé tout à l'heure, c'est important aussi dans le domaine de la production, de la transformation, mais aussi, et là où nous devons beaucoup travailler, c'est pour ça que nous parlons, ce n'est pas fortuit quand on parle de développement des chaînes de valeur. Il y a l'aspect qualité qui est un élément extrêmement important. Les standards, les normes de qualité, c'est un facteur important de compétitivité. Si, à égalité vraiment de produits, celui qui va remporter sur le marché, c'est celui qui a le produit qui est de bien meilleure qualité. Est-ce que c'est vous qui veillez sur ces qualités ou bien il y a des structures sous-régionales ou internationales, des partenaires qui veillent sur la qualité de ces produits? Il y a des partenaires, il y a des structures de contrôle de la qualité, mais aussi nous devons travailler sur la qualité. Chez nous, par exemple, tous les aspects de transformation là, l'appui, les initiatives présidentielles, tout ce que nous faisons dans le domaine de la transformation, c'est pour avoir un produit de qualité. Quand on parle par exemple de l'appui à la filière du fonio, c'est pour avoir un produit de qualité qu'on peut vendre aussi bien sur le marché sous-régional qu'à l'international. Pour ça on disait tout à l'heure que le fonio guinéen est vendu sous label malien et sénégalais, c'est parce qu'il présente mieux le produit sur le marché, c'est parce qu'il le traite mieux. Donc nous devons travailler sur ces aspects-là. Et quand je parle de ça, ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture travaille sur la base de ses fonctions régaliennes, travaille sur la réglementation, sur l'appui. Mais il y a beaucoup de secteurs privés qui travaillent et c'est là où nous devons travailler pour que des interprofessions... À ce niveau, nous produisons de la qualité, mais pour que cette qualité soit vendue avec le prix escompté, il faut aussi de l'emballage. Puisque tout est question d'emballage. À ce niveau, est-ce qu'il y a une synergie entre vous et le ministère du Commerce? Que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit le ministère du Commerce, nous avons nos fonctions régaliennes. Nous essayons de créer les conditions favorables pour que le secteur privé puisse faire son travail. Les ministères, l'institutionnel n'est ni dans la production, ni dans la transformation, ni dans les trucs. Nous travaillons sur les normes, la réglementation. Entre vous, qu'est-ce qui est envisagé, qu'est-ce qui a été élaboré pour une synergie d'action entre vous et il y a un dialogue intersectoriel entre nous. Dans toutes nos démarches, surtout la mise en œuvre de tous les axes d'intervention, nous avons le ministère du Commerce, qui est un partenaire privilégié pour tout ce qui concerne la mise en marché. Nous avons le ministère de l'Industrie, parce qu'on ne peut pas parler de chaîne de valeur aujourd'hui si on ne parle pas de transformation. Nous avons le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, qui est la source d'énergie. Nous avons le ministère des Transports, bien sûr, qui est le maître d'ouvrage au niveau national en ce qui concerne les infrastructures. Donc nous travaillons en partenariat avec tous ces ministères. Encore une fois, aujourd'hui, le secteur agricole, quel que soit, malgré bien qu'on ait des investissements importants, on ne travaille pas en autarcie, on est en interaction avec tous les ministères pour justement atteindre tous ces objectifs en matière de chaîne de valeur, de transformation, de mise en marché et de compétitivité sur le marché national et international. Et là, Cissé, l'une des innovations apportées dans le secteur agricole, c'est l'avènement de la rizerie. Vous connaissez la rizerie, non? Oui. Oui. C'est que transforme, récolte, transforme le riz. Oui. Et je pense que ça va beaucoup vous aider. Vraiment. À mon malirne parce que moi Guinée singé nous et nous m'aller dimane il y a tant hali et bandetunde dorama et nous masgade et rama dit préparer ma forêt et fa ben tundira saton et chama donc on a mon malirne. Et dans cette perspective de rizerie, l'avènement de la rizerie en République de Guinée, ça facilite la transformation, mais aussi beaucoup de bénéfices seront tirés de cela. Est-ce qu'à ce niveau, on a une idée du nombre de rizeries déjà en place et ce qui est projeté pour le futur? Bon, pour l'instant, nous avons
on est vraiment en phase pilote pour ce qui concerne les rizeries. Actuellement, nous avons 4 rizeries dans les grands bassins de production, comme le directeur national de l'agriculture en a fait mention. Mais nous avons la première rizerie qui est opérationnelle, qui est à Denquin, avec le président de la Chambre nationale d'agriculture. Mais les autres aussi sont en train de se mettre en place. Alors si... c'est la rizerie de Sigirin qui est finie. La rizerie, voilà. Les trois autres sont en train d'être... Et quel est l'avantage d'une rizerie? L'avantage d'une rizerie, d'abord, l'objectif c'est la transformation. Oui. Et c'est la transformation en masse. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a mis dans les bassins de production. Donc si vous avez une production de riz, et c'est là où nous avons travaillé sur les productions qui sont générées autour de ces grands bassins de production, sur la base de la capacité de transformation de la rizerie, on les installe en fonction du potentiel de production. Donc l'avantage, c'est de transformer rapidement, c'est d'avoir un produit de qualité, c'est de pouvoir mettre ces produits sur les différents marchés. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est de réduire la pénibilité, surtout pour les femmes, c'est de créer des emplois. Pour les jeunes, vous savez que l'emploi des jeunes, c'est un défi majeur auquel le gouvernement est confronté, pas seulement... Et c'est le secteur qui emploie beaucoup plus de personnes, le secteur agricole. Bien, peut-être, monsieur Touré, monsieur le directeur, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau de l'agriculture dans les jours à venir, dans les années à venir? Qu'est-ce qui est programmé? Qu'est-ce qui est prévu? D'accord, M. Kamala. Mais en attendant, je vais vous dire que vous avez tout de suite toutes les explications données que le gouvernement de la Troisième République a essayé d'appuyer la production avec les intrants, avec la mécanisation. C'est pourquoi le président de la République a pensé à la transformation. C'est-à-dire, quand on produit, on ne transforme pas, c'est comme si rien n'est fait. C'est pourquoi des décortiqueuses, il y a des décortiqueuses pour les familles à petite échelle. Mais il a pensé à la grande rizerie compte tenu de ses objectifs. La grande production. C'est pourquoi vous avez ces 4 rizeries, 5 commandées. Hein. Il reste une qui doit être installée à Sangiana, parce qu'il faut le rappeler, qui arrive maintenant. Denquin, tout le monde a vu ça à la télé. Sigirin, c'est fini, complètement fini. Je crois que ça fonctionne maintenant, ou bientôt on va lancer. Mandiana, à Famoila, on est en train, c'est comme Denquin, quoi, on est en train de les installer. Et pour votre question, les perspectives, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire. Le Guinéen doit consommer ce qu'il produit. Nous voulons valoriser nos potentialités. Dieu nous a dotés de tout. Nous avons l'eau, nous avons les terres. Oui. C'est à nous de les exploiter, c'est à nous de les rendre utilisables. C'est ce que le président de la République a initié. C'était déjà fait. Il y avait des programmes au préalable pour les 2 régimes. Mais il a continué, il a amélioré. Il a amélioré en fonction des réalités du moment. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une forte mécanisation, il y a des intrants, on va augmenter encore, il y a l'encadrement, il y a les produits plutôt aujourd'hui qui sont un peu partout, vendus par les privés. C'est privatisé, mais à un prix négocié à 30 000 francs. Oui. Si vous prenez l'herbicide. Alors qu'avant, c'était à 100 000 francs, 150 000 francs. Donc il a mis tout ça pour renforcer la production. Ça, c'est l'autosuffisance alimentaire. Parce que vous parlez d'importation, il faut aller droit au but. Moi, je ne peux pas vous parler trop d'importation, c'est le ministère du Commerce qui sait s'il y a des quantités débarquées au port ou pas. Moi, je ne sais pas. Mais ce que moi, je sais qu'aujourd'hui, nous connaissons que le Guinéen consomme 120 kg de riz par an et par habitant. Si vous multipliez par 12 millions, vous avez le besoin en riz. Oui, mais il vous revient, l'agriculture, le commerce, de dire, voilà, nos paysans produisent. Il est bon de les mettre à l'abri de la concurrence extérieure. Ça, c'est votre travail. Non, oui, mon ami le disait tout de suite qu'il faut que le ministère du Commerce est un partenaire. Okay. Mais vous savez, moi, en tant que technicien, directeur national de l'agriculture, je vois le riz, c'est la première denrée. Mais je vois aussi la diversification de l'alimentation. Et ça, c'est extrêmement important. La diversification de l'alimentation. Avant, en Basse-Côte, on disait Sira Falari. Les gens mangeaient ça. Le taux, ainsi de suite. La diversification de l'alimentation pour qu'on ne soit plus
beaucoup plus soudé au riz là. Il faut produire le riz, c'est vrai, mais pensons au moins à la diversification. Toute cette politique, tous ces investissements, c'est pour vous les paysans. Aujourd'hui, l'État a beaucoup fait, vous l'avez dit, votre production a augmenté, vos conditions de travail ont changé. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour pouvoir encore marquer des pas dans cette activité agricole à votre niveau? Peut dire en français et en soussou. Allez-y. Ok. Mendi, c'est que le travail à l'heure là, le producteur, vraiment, le gouvernement soutenu le producteur. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Maintenant, quelques difficultés là-bas. Oui, comme par exemple? Voilà. Il s'est parlé ici de l'aménagement. L'aménagement. Oui. Il faut aménager les plaines. Vraiment. Ok. C'est ça qui est en grande difficulté à l'heure là, c'est là. Bien. Donc, si aménagement réglé, producteur est aussi en laisse parce que production unitaire est là, sélectif est là, engrais est là. Donc, labour, ce qu'on doit payer nous, maintenant, il est trop haut, mais à l'heure là, il est diminué. Merci. Donc, maintenant, le producteur est checké, le gouvernement est aidé le producteur. Bien, nous sommes sur la ligne d'arrivée de cette émission à bâton rompu. Nous étions avec M. Mohamed Lamine Touré, directeur national de l'agriculture. Saliou Chérif Diallo, il est le directeur général du bureau de stratégie et de développement. Et de l'autre côté, Elhaj Alseni Sissé, président de la coopérative sémencière de Koba. Il était là au nom de l'ensemble des paysans de la République de Guinée. Et merci à ces vaillants techniciens qui nous ont permis de vous proposer cette émission à bâton rompu. Nous vous reviendrons la semaine prochaine dans un autre numéro et dans un autre département, un autre secteur du développement de pays. Merci de l'attention, au revoir et à la semaine prochaine.